Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Eh bien, là, il y a, vous savez, quelquefois, le pouvoir, et on parle au pouvoir, on dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Les sénateurs ont rétabli, il faut se rappeler, et nous avons maître Carlo Alberto Brusa. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Bonjour. Berkoff. Bonjour, André. Écoutez, ravi de vous recevoir. Je rappelle que dimanche, dans le cadre de l'examen du projet de loi financement de la sécurité sociale, les sénateurs ont rétabli l'obligation vaccinale contre la grippe pour tous les soignants libéraux. Obligation vaccinale. Hein. Cet article avait été rejeté à l'Assemblée nationale et en parallèle, il y a autre chose, parce que on va voir ce qui va se passer pour cette obligation vaccinale, mais il y a autre chose. C'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui est assigné devant la justice pour discrimination envers les non-vaccinés, tandis que les autorités britanniques reconnaissent dissimuler volontairement les données qui pourraient permettre d'établir un lien entre surmortalité et vaccination du Covid-19. Alors, Carlo Alberto Brusa, on vous connaît, vous avez très, très, très souvent, et vous avez écrit « Pour un lendemain sans liberté, volé » aux éditions Très Daniel. Vous êtes avocat, bien sûr, président du collectif Réaction 19. Et vous avez, depuis longtemps, vous ferraillez, vous vous battez pour cette gestion, ou contre cette gestion du Covid que nous avons connue depuis pratiquement maintenant 6 ans, pas loin de 6 ans. Alors, de quoi s'agit-il ? Pourquoi, d'abord, vous assignez le président de la République devant la justice ? Nous l'avons assigné parce que je vous rappelle que dans le cadre d'une interview qui a été faite aux Parisiens, Monsieur Macron, en tant que président, mais aussi dans le cadre d'un échange journalistique, il a divisé le peuple français entre les vaccinés comme étant des bons citoyens de première catégorie, ceux qu'il faut privilégier, et puis de l'autre côté, les non-vaccinés. Des personnes qu'il fallait rattraper par le cou pour qu'ils soient vaccinés. Et on était dans le cadre d'un moment extrêmement compliqué, extrêmement conflictuel. Et pardon, maître Brusa, je vous interromps, mais dans cette interview, je ne sais pas si c'est le même du Parisien, il disait, c'est pas que j'emmerde les non-vaccinés, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Bien sûr, mais il est allé beaucoup plus loin parce qu'il y a l'article du Parisien, mais aussi les autres déclarations qui ont été faites, même dans le cadre du sommet à l'époque avec Madame von der Leyen. Et là, il a continué à diviser le peuple entre les vaccinés et non vaccinés. J'ai communiqué l'assignation à votre collaboratrice parce qu'elle était très étonnée et tout le monde s'étonne de cette assignation délivrée à l'encontre du président. Or, je rappelle tout simplement que le président de la République n'est pas comme les ministres soumis déjà à une juridiction spéciale comme la Cour de justice de la République. Le président de la République bénéficie d'une immunité à 3 échelons, et c'est ça qui est très intéressant. Immunité qui ne veut pas dire exonération de toute action judiciaire à son encontre. Ça veut dire tout simplement qu'on a le droit d'assigner le président, on a le droit de mettre en œuvre une action judiciaire à son encontre si l'on considère qu'il y a des éléments. Après, la justice tranchera, la recevabilité, le bien fondé, ça c'est autre chose. Mais il ne l'exonère pas, il ne crée pas une sorte de barrière infranchissable. Et ça c'est très important parce que c'est par rapport à ce qui était la vision qu'on pouvait avoir du président, en disant c'est une sorte d'écran irrécupérable. Pas du tout. En effet, il y a une réunion au tribunal judiciaire qui s'est faite avec une audience de mise en état du 13 novembre, dans laquelle les juges se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que c'est un renvoi dans l'attente de la fin du mandat? Est-ce que c'est une radiation administrative? Mais il n'y a pas de irrecevabilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et je le dis parce que Monsieur Berkoff, vous êtes une personne qui stigmatise chaque fois que vous pouvez les agissements de députés, des politiques, y compris du président, et on vous connaît pour votre vérité. Je pense que le fait de délivrer une assignation à l'encontre de quelqu'un, soit pour diffamation, soit pour injure, s'il s'agit que de propos tenus dans le cadre de propos publics, de la presse, ou éventuellement d'autres actions à responsabilité. Je le rappelle, c'est très important parce que si vous avez un événement pendant le mandat du président, que vous ne faites rien... Quel que soit le président d'ailleurs, quel que soit le président, on est bien d'accord. Quel que soit, je ne parle pas de spécifiquement, mais personne ne voyait les choses ainsi. Moi, je dis, pour moi, le fait de délivrer l'assignation maintenant, c'est un message que je veux délivrer dans un contexte dans lequel on est en plein débat sur, déjà,
l'utilité de la vaccination. Est-ce que l'État, le pouvoir public, peuvent-ils imposer une vaccination obligatoire? Parce que le problème qui se pose, chers amis, c'est que la vaccination, quand le législateur décide et dit il faut que des enfants prennent 14 vaccins différents, il faut que les soignants subissent des vaccinations obligatoires pour l'exercice de leur métier, etc. Attention, attention. Il y a un point très important. Ouais. Le législateur, quand il décide, il ne parle pas de vaccin. Il parle d'une vaccination obligatoire. Le législateur décide et dit, maintenant, Monsieur Berkoff, pour exercer votre métier de journaliste, vous devez vous faire vacciner contre l'hépatite. Bon, très bien, mais c'est la vaccination. Ensuite, il y a le produit, le vaccin. Et là, c'est autre chose encore, parce que ça veut dire tout simplement que si le législateur disait, OK, vaccination, mais en plus, j'assume la responsabilité et je dis de quel vaccin il faut utiliser pour soigner ou pour protéger, eh bien, très bien, je pourrais encore concevoir que le législateur en tant que tel puisse s'ériger et m'obliger. Mais les choses ne sont pas ainsi. Pourquoi? Parce que le législateur organise une vaccination obligatoire. Ensuite, il y a des vaccins qui sont mis sur le marché avec l'approbation soit de l'Europe, soit de la France, l'Agence européenne du médicament ou l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et on sait très bien que tous les vaccins produisent des effets secondaires, dans lesquels il pourrait y avoir, le cas échéant, d'indemnisation à travers l'OMIAM, l'organisme qui est mis en place pour indemniser les victimes, mais aussi que chaque vaccin produit des effets comme des effets mortels. Oui. Ça veut dire quoi? Oui, alors attendez, Maître Bruzat, ça veut dire, Oui. je comprends, pour résumer un peu ce que vous dites, mais on va avancer parce que c'est effectivement très important. On a vu, rappelez-vous, comme des épidémiologistes comme Maître Toubiana, comme Monsieur Toubiana, pardon, Oui. Toubiana, qui demandait effectivement les chiffres des morts par rapport aux chiffres des vaccinés, on ne le lui a jamais donné. Mais ce que je veux dire, vous dites en fait que c'est vrai que le président de la République, pendant son mandat, a l'immunité complète, mais il faut, disons, c'est un acte, c'est un geste, je dirais, qui a porté symbolique tout de suite, mais qui dit, voilà, on peut assigner quelqu'un, même si on sait qu'il n'y aura pas de poursuite immédiate. C'est bien ça? Absolument. Mais ceci est très important, parce que stigmatiser des agissements d'un président, puis attention, n'oublions pas que la fonction, le président n'est pas président 24 sur 24. Il y a des fonctions présidentielles sur lesquelles il peut lutter. Oui, mais, mais on ne peut pas le toucher pendant son mandat. C'est bien ça. La problématique est un peu plus compliquée. Parce que si le président se lève le matin, et tout le matin, il va dire « les Français sont des enculés ». Et tout le matin, il le fait. Je dis comme ça. Non, mais c'est un exemple très trivial, mais qui permet de comprendre. Je crois qu'il serait atteint d'une certaine pathologie mentale assez aggravée. Mais prenons l'exemple, d'accord. Mais c'est un exemple très trivial, parce que j'avais déjà eu l'occasion de discuter avec des juges au pénal sur cette question. Mais il y a des moments dans lesquels le président est en fonction et des moments dans lesquels le président n'est pas en fonction. Ça veut dire que l'immunité ne couvre pas les 24 heures sur 24 de la vie d'un président. D'accord. L'immunité couvre les moments dans lesquels le président exerce sa fonction présidentielle. Et donc, s'il y a une action qui est entreprise à l'encontre du président, qui est en dehors des actions où le président exerce ses fonctions, pour moi, il y a une brèche de non-immunité qui est parfaitement admissible. Et c'est là aussi toute la discussion qui est extrêmement intéressante. Discussion qui s'est déjà présentée quand on avait envisagé la question des injures ou la diffamation. C'est pour cette raison que l'immunité il y a immunité lorsque le président exerce les fonctions présidentielles. Et ces fonctions présidentielles sont listées dans la Constitution. Alors, au-delà du pouvoir symbolique, en tout cas tout de suite, au fond, aujourd'hui, Carla Bouza, on va faire tout le bilan de ces 6 ans de gestion de la pandémie, ou appelons-le comme on le veut,
du Covid-19. Aujourd'hui, si on faisait le bilan, à l'heure où on parle, donc 2025, rappelons que le premier confinement, c'était en mars, en mars, oui, 2020. Nous sommes en 2025 ou presque en 2026, donc effectivement près de 6 ans. Aujourd'hui, cette gestion-là, avec tout ce qui se passe en Amérique, avec Robert Kennedy Jr., avec tout ce qu'on sort, avec tous les procès, etc. Aujourd'hui, on peut dire quoi? Parce que on a l'impression que il n'y a eu aucune autocritique, que les choses continuent, en tout cas dans notre vieille Europe et dans notre cher et doux pays. Bon, ben tout va bien, voilà, effectivement, c'est du passé, puis on passe à autre chose. Mais on reparle d'obligation vaccinale, comme on vient de le dire. Vous faites quoi comme bilan de cette gestion? Alors, le bilan de cette gestion est pour moi double. Premier bilan, est-ce que l'État a accompli ou assumé, à travers toutes ces institutions, les fonctions qu'il devait avoir au sein d'une société politique? La réponse est résolument négative. Pour 3 raisons. La première, c'est que l'État, du fait qu'il a perdu une grande partie de sa souveraineté, il a accepté et il est devenu perméable à des organismes extérieurs qui ont conditionné les choix politiques à l'intérieur du pays. Vous pensez à la Commission européenne, vous pensez à Ursula von der Leyen, vous pensez au SMS? Je pense à plein, je pense à l'OMS, je pense quand j'ai dénoncé le masque, et l'OMS disait le 6 juin que les masques étaient très importants parce que les personnes à la maison pouvaient les coudre, et ça permettait effectivement d'avoir ce qu'on appelle une identification de l'existence d'une épidémie, on est dans le délire. Quand on savait pertinemment que les masques ne protégeaient pas, parce que les masques, les maillons ne permettaient pas de bloquer le passage des virus, et ceci a été scientifiquement établi. Mais il fallait ce qu'on appelle un signe extérieur d'épidémie. Parce que sans le masque, on marchait dans la rue normalement, alors que le masque nous disait, oh là là, nous sommes tous effrayés, et je vous rappelle que j'avais en plus démontré qu'on ne devait pas porter le masque, parce que le décret avait tout écrit, ils avaient oublié qu'il fallait le mettre sous les oreilles, sous le nez, sous la bouche. Donc, quand les gendarmes se rapprochaient, ils me disaient, Maître Brossard, mettez votre masque. Et je dis, non, donnez-moi le texte qui m'oblige à mettre. Mais non, il y a la photo. Et je dis, mais ça s'appelle une iconographie. C'est pas un texte de loi, c'est pas un décret, c'est pas. Et c'était, à mourir, tout était fait comme ça. Deuxième point concernant, et ça, monsieur Édouard Philippe l'a reconnu. Il a dit, j'ai pris des décisions qu'aujourd'hui je ne prendrai plus. Parce que quand on a quand même construit un délire relationnel, social, dans les familles, en l'intérieur des relations humaines entre des parents, des enfants, des grands, une situation catastrophique. Je veux dire, on a quand même empêché les gens d'amener leurs défunts et de les suivre. On a empêché, on a vécu un délire par rapport aux libertés, alors que c'est un non-sens sur la question sanitaire. Même le fait de confiner les gens, de les bloquer en termes d'épidémie est une catastrophe, alors que on empêchait les gens d'aller faire du sport, alors qu'il n'y a rien de mieux qu'être sain. Même ça, même pas ça, on les poursuivait quand ils étaient en randonnée en montagne et quand ils étaient au bord de la mer. Il y avait 3 personnes sur 400 mètres carrés et on leur disait non, vous n'avez pas le droit d'être là, il faut marcher. Ah ouais, cher ami, on est obligé d'avoir un pass sanitaire pour aller skier. Je veux dire, en Suisse, en Italie, en Autriche, pas de passe. En France, il fallait avoir un pass sanitaire pour aller skier à Tignes, à l'Isère. Mais c'est à se pisser dans les culottes. Je rappelle à tout le monde qu'on nous disait qu'il fallait être assis dans un restaurant parce que si tu étais bon, tu chopais le Covid. Si tu étais Jean assis, Castex, à 20h, à la télévision française, il disait, vous aurez le droit de consommer un café, mais assis. Parce que comme chacun sait, oui, mais Maître Abrouza, vous n'êtes pas un scientifique. Vous ne savez pas que le virus passe à 1m50, vous l'attrapez. Maintenant, je le sais. Maintenant, je le sais. C'est pour ça que des fois, je rentre en 4 pattes dans les restaurants pour éviter de le choper. Voilà. Mais bon, il faut bien un peu rire parce que la chose que moi, je n'ai pas voulu, et je continue à faire du droit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de générer la peur sous la peur. Ah, l'État, machin. Non, déjà, l'État fait peur comme ça. C'est à nous
Et c'est là qui est très important votre rôle, André, et je vous l'avais dit, et j'ai eu vraiment le plaisir de venir aussi chez vous, et je vous avais dit qu'il y avait quelque chose, votre manière de faire, c'est une manière exubérante de faire de l'information, de permettre aux gens de réfléchir. Et moi, je voulais faire un droit exubérant, pas un droit, oui, tous allez voir ça, c'est Dieu qui le fait. Je tente. C'est bien, vous gardez votre place, vous gardez votre place, c'est bien. Un peu d'humour, une touche sûr. d'humour, et d'avoir un peu ces possibilités, parce que il faut dire une chose, la situation que nous vivons aujourd'hui, de grande cacophonie, je dirais même une forme de chaos, est très intéressant. Pourquoi? Oui. Parce qu'en réalité, il y a un avant et après Covid, oui, notamment sur le plan de l'information et sur le plan de la communication. Parce que beaucoup de gens ont dit, ah là là, le Covid oui, le Covid a éveillé, réveillé, fait naître aussi des mécanismes d'information qu'il faut peut-être parfois maîtriser, il y a les questions de fake news, mais là on voit que l'État a peur. On n'a jamais parlé autant d'expressions comme les derniers temps. Regardons ce qui se passe au niveau de la com, regardons ce qui se passe au niveau des grands médias, regardons ce qui se passe où on veut mettre un label de bonne information, de mauvaise information. Non, et surtout, pardon, M. Broussard, vous avez vu, même le président de la République a dit, il faut distinguer l'information fiable et l'information pas fiable. Alors, on y est là, on y est. Mais c'est du grand n'importe quoi. Non, c'est pas du n'importe quoi, pardon. Vous avez parlé de la peur. Vous ne croyez pas aussi, c'est une question que je vous pose, mais dans la continuité, est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle, et ce que les pouvoirs ont eu depuis des décennies, voire des siècles, le management par la peur? Est-ce que ce n'est pas gouverné par le chaos? Je suis absolument d'accord, mais attention, le chaos est aussi un mécanisme chimique, technique, sociologique, philosophique. C'est-à-dire que le chaos crée de la désagrégation pour reformer une nouvelle agrégation. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que les médias alternatifs, les réseaux sociaux, ont permis un grand réveil des gens. Vous-même, Monsieur Berkoff, André, vous avez, à travers, par exemple, là, vous êtes sur Toxa, vous êtes un grand journaliste, vous avez connu les mainstream, mais aussi vous passez votre temps aussi dans un cadre un peu alternatif, parce que Toxa, on ne peut pas considérer comme un mainstream égal à essayer. Donc, ça veut dire quoi? C'est une question de liberté pour moi. Liberté, voilà, d'abord. La liberté. Ouais. Eh bien, la liberté leur fait peur. À partir du moment que vous ne pouvez plus contrôler les cerveaux de gens et que les gens construisent un esprit critique, que les gens commencent à dire, mais merde, on me dit que c'est noir, mais non, c'est peut-être pas noir, mais c'est gris. Et les gens raisonnent. Et aujourd'hui, ce que je trouve extraordinaire, c'est que les problématiques politiques, sociales, de budget, d'argent, sont identiques avant le Covid. Mais avant le Covid, les gens se faisaient, allez, j'allais utiliser un terme très vulgaire, je l'évite, ils allaient bien se faire, alors que là, maintenant, c'est fini. Et là, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, vous avez parlé tout à l'heure, on parlait du budget, on parle des impôts, de l'accroissement des impôts et des taxes, alors que de l'autre côté, les gens maintenant savent qu'il y a 1100 agences en France qui touchent 134 milliards. Maintenant, les gens savent que le CSE, qui ne sert à rien, que c'est une planque des politiques qui coûte grosso modo 600 millions par an à payer des gens qui ne foutent que dalle. On le sait très bien qu'il y a des fonctionnaires de l'État qui gagnent plus que le président de la République et qui dirigent le pays et qui sont vraiment la gangrène de la non-démocratie. Et ça, ce sont des choses importantes. Il y a actuellement un réveil démocratique parce que les réseaux ont permis ce réveil. Parce qu'avant, les gens raisonnaient entre eux à la maison autour de la table et maintenant, les gens, chacun peut être un média. Il a envie de dire ce que je pense. Je vois des gens magnifiques, des Français qui étaient des émérites inconnus, qu'aujourd'hui peuvent faire une petite vidéo sur les impôts et ça réveille. Et vous, procureur Carlo Alberto Brusa, parce que voilà, là on a l'avocat, mais on a aussi le procureur. Et effectivement, vous continuez votre combat. On le sait, ça fait quelques années que vous y allez, et c'est intéressant parce que il y a ceux qui vous traitent de sulfureux, de complotistes, de ceci et de cela, et ceux qui vous suivent
parce que effectivement, vous avez une cohérence. Après, on peut penser ce qu'on veut et on peut être d'accord ou pas d'accord avec vous. Mais le problème que vous évoquez, c'est toujours ça. On l'a vu pour le Covid, on l'a vu pour le climat, on l'a vu pour la guerre, Russie et compagnie, etc., etc. On l'a vu, voilà, on va parler de la drogue et du narcotrafic très longuement. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au fond, il y a ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Vieux truc, vous savez très bien, on va pas faire de l'histoire, ça nous amènerait à 4 heures d'émission, mais que le gendre de Freuse, Édouard Bernays, quand il a parlé de propagande, on sait très bien, et je recommande pourquoi je dis aux gens, lisez, très bien nous écouter, mais après, lisez, ce sont les livres qui comptent. Et les livres, c'est Le viol des foules par la propagande politique de Tchakotine, qui parle des bolcheviks, des nazis et des fascistes, enfin de Mussolini, et aujourd'hui, eh ben, c'est intéressant parce que ça continue encore et encore. C'est-à-dire que ce qui est absolument frappant et que vous dénoncez aussi, c'est cette chose qui consiste à dire, écoutez, restez chez vous, nous, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, c'est nous qui sommes le camp du bien, c'est nous qui savons, et vous la fermez, on va pas vous éliminer parce qu'on n'est plus chez Pol Pot, hein, on n'est plus au Cambodge, mais vous restez à la maison. Et on va pas vous laisser crever de faim complètement, encore que, mais voilà. Est-ce que c'est pas cette chose qui continue encore et encore, Carlo Alberto Buzza? André, dans le prononcé, vous dites, je suis absolument d'accord. Je me permettais de rajouter une réflexion philosophique qui me semble fondamentale. La France, pays que j'adore, j'ai quitté l'Italie pour venir ici, je fais mes études. Voilà un geste courageux. Et la Révolution française est un moment déterminant dans ce qu'on appelle l'évolution philosophique. Et cette Révolution française a bouleversé la donne. Pourquoi? Parce qu'elle a enlevé le roi du centre, elle a enlevé la religion, Dieu, pour placer qui? Un sujet, l'être humain, au centre, lui créant 17 articles, les droits de l'homme, comme des rayons d'une roue dans lequel le cœur est le sujet, avec des droits qui doivent le protéger de l'ingérence de l'État, de le protéger contre tout agissement qui pourrait porter atteinte à sa liberté, la liberté d'expression, etc. Et bien là, au fur et à mesure, on ne s'est pas aperçu, on disait, ah là là, la Révolution française, c'est le centralisme du sujet, et de l'autre côté, dans le communisme, le centralisme est le collectif et le peuple. Et c'est une grande différence. Et on a vu au fur et à mesure, philosophiquement parlant, que les choses ont évolué. C'est-à-dire que on a remplacé le peuple par l'État, et aujourd'hui, l'État s'est placé au centre de cette roue. Les 17 articles sont gérés par l'État, et l'homme est à l'extrémité. Quand il est à l'extrémité, n'est plus un sujet, est un objet. Et quand on est un objet, on n'est plus protégé. On est à la merci de ce que l'État décide. Et au fond, le communisme ou Hegel amène au même résultat. C'est-à-dire que le sujet n'est plus celui qui détermine... N'est plus l'humain, l'individu, ou en tout cas même une certaine collectivité, mais c'est l'État. Et n'oubliez jamais l'immortel, allez, ce Nietzschéen, l'immortel dicton de François Hollande, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Et on va parler de ces absurdités. Carlo Alberto Buzza, merci. On continuera à écouter. On suit en tout cas ce qui va se passer avec cette plainte. On suit en tout cas ce qui va se passer avec tous les procès, comme vous le savez, en Allemagne et aux États-Unis et ailleurs en France, et que vous poursuivez aussi. Merci en tout cas de vos éclaircissements. C'est bon aussi de parler philosophie au sens le plus acté et le plus terrestre du terme. Merci beaucoup, André, pour votre invitation. Merci. Et vraiment, continuez comme ça. Vous êtes encore jeune et beau. Arrêtez, je vais rougir.